Bonjour, je me nomme Benjamin Harlock et je suis l'un des principaux personnages du roman La conscience aurait-elle une faille de Jérôme Fachon. Dans ce roman, je suis professeur en neurosciences à l'université, mais également titulaire d'un doctorat en psychologie et je vous présente ma théorie sur la conscience de l'univers, ou tout du moins sur une hypothèse que la Terre en possède une. Alors, je vous rassure tout de suite, tout le livre ne parle pas que de ça. C'est avant tout un roman où règne le suspense, l'intrigue, des rebondissements et même une histoire d'amour. Et donc, il vaut la peine d'être lu. Mon exposé peut paraître aussi ambitieux que loufoque, mais accordez-moi le bénéfice du doute, ainsi qu'un moment pour vous expliquer le fond de ma réflexion étayée. J'ai toujours aimé chercher à comprendre les choses, et au-delà de ces deux disciplines qui sont à même d'expliquer beaucoup de choses concernant le fonctionnement d'un être humain, il m'est souvent arrivé de rester dubitatif sur d'autres sujets qui n'ont pas encore trouvé de réponse à ce jour, tels que les sentiments de ressenti, les phénomènes de mort imminente, la clairvoyance, la surdouance, l'intuition, la décorporation, la réincarnation, les missions de vie, les épreuves de vie, les âmes sœurs, les fantômes, les apparitions, la télépathie et j'en passe, bref, toutes ces choses que nous avons l'habitude de classer dans la catégorie paranormale. Je me suis mis alors à envisager une hypothèse hors des sentiers battus en appliquant cette maxime que j'adore, quand on ouvre son esprit à l'impossible, on peut parfois découvrir la vérité. Dans le passé, les Incas considéraient le soleil comme une divinité, un astre divin, un dieu céleste. Ils lui vouaient un culte et une admiration sans faille. Or, avec l'évolution des connaissances, il est apparu que le Soleil n'est autre qu'un astre au cœur duquel règne une réaction thermonucléaire qui transforme des atomes d'hydrogène en atomes d'hélium, et ça n'a rien de divin. Parlant du Soleil, les simples constatations du passé le faisaient tourner autour de la Terre, alors que c'est l'inverse. C'est ce qui a motivé mes travaux durant ces dernières années, car je trouvais dommage que tant de personnes croient en des forces métaphysiques, des guides ou des anges, sans chercher à comprendre la réalité des choses. Je me suis alors penché sur le sujet de notre conscience et des questions sont venues me hanter. J'insiste, mes travaux sont très concrets et d'ailleurs, certains d'entre eux vont bien plus loin que ce que je pourrais vous exposer ici. Donc parmi ces questions rocambolesques qu'il m'arrive parfois de me poser, sont venues celles sur notre conscience. D'où vient-elle ? Où était-elle avant d'animer notre corps ? Existait-elle ? Pourquoi ai-je celle-là et pas une autre ? Après ma mort, existe-t-elle toujours ? Et si oui, où repart-elle ? Bref, ce genre de questions qui nous empêchent parfois de dormir. Puis je me suis demandé si cette conscience pouvait avoir un rapport avec tous ces sujets que j'évoquais au début, c'est-à-dire ces choses qui peuvent paraître paranormales. Toutes ces questions se sont alors regroupées en une seule, et si ? Et si tout était relié au travers d'une conscience globale et universelle ? Pour résumer l'état d'esprit de mes recherches, je suis parti du fait que bien des inventions de nos jours étaient uniquement développées dans le but d'améliorer ce que nous connaissons déjà. Nous sommes passés de la barque au galion, puis aux bateaux de commerce et ceux de croisière, ne faisant qu'améliorer notre utilisation de la poussée d'Archimède. C'est pareil pour l'aviation. Des biplans aux avions commerciaux, c'est toujours le même principe d'utiliser la vitesse pour créer une dépression sur les ailes. Mais une comparaison que j'adore est celle-ci. La chandelle. Si nous n'avions fait que l'améliorer, nous utiliserions aujourd'hui tous une lampe à pétrole basée sur le même principe de la combustion d'un carburant. Mais ce n'est pas en améliorant la chandelle que nous avons découvert l'ampoule électrique. Il a fallu explorer un tout autre domaine. Bref, dans bien des domaines, je crois que nous cherchons à faire rentrer le fonctionnement de notre univers dans la science connue, au lieu de chercher à en découvrir une nouvelle qui nous aidera à comprendre bien d'autres choses. En fait, je ne devrais pas encore utiliser le terme de science, mais plutôt de concept qui ouvrira peut-être la porte à une nouvelle science. Mais avant de statuer sur un concept, il est plus prudent de poser un postulat. Un postulat fait partie d'une des facettes de la démarche scientifique. Cette dernière peut s'aborder de bien des façons différentes, mais je ne parlerai ici que de deux d'entre elles, la démarche théorique et la démarche empirique. La démarche théorique est basée sur des connaissances scientifiques ou mathématiques poussées au-delà des connaissances actuelles et validées par l'expérience. Elle consiste en général à prévoir des événements ou à répondre à des questions qui étaient restées jusque-là sans réponse.
Une théorie est alors énoncée, portant bien le nom, car cette théorie reste effectivement théorique, car elle n'est appuyée d'aucune preuve scientifique ou d'expérimentation faite dans des conditions contrôlées, conditions conformes à l'énoncé initial. N'ayant donc pas de preuve pour cette théorie par l'expérimentation concrète et la constatation des résultats envisagés, elle restera à l'état de théorie jusqu'à ce qu'elle soit confirmée ou infirmée par des preuves expérimentales. Je prendrai pour exemple la fameuse théorie de la relativité d'Albert Einstein ou de ses calculs évoquant l'existence des trous noirs. Ces théories sont restées longtemps à ce stade jusqu'à ce que les progrès de la science moderne, l'expérimentation et l'observation viennent les confirmer et donc les valider. Il en est tout autre pour la démarche empirique. Je dirais même que c'est l'inverse. Elle est basée sur l'observation d'expériences du quotidien, de témoignages concordants, de constatations et de la répétition d'événements. On observe une série de ces événements et l'on tente d'imaginer un lien ou une explication afin d'essayer d'en isoler un pourquoi ou une règle commune à ces événements. Ensuite vient la prise de conscience de la possible existence de ce lien reliant toutes ces choses. Une hypothèse de loi ou de théorie, encore appelée postulat, est alors envisagée. Celui-ci sera confirmé ou réfuté selon les différentes expériences qui seront faites pour le vérifier. Cette démarche est très intuitive et ne pourra s'affiner qu'au fur et à mesure de la collecte d'informations et d'expériences tentant de le consolider. Cependant, si une expérience ou une constatation d'un phénomène se produisant dans les mêmes contextes s'avère en contradiction avec le postulat initial énoncé, celui-ci devient caduc et devra alors être adapté, complété, reformulé ou, le cas échéant, abandonné. Mais cette démarche possède une zone d'ombre car bien souvent elle repose sur l'énoncé d'un postulat et non d'une théorie. Un postulat est une proposition que l'on demande donc d'admettre sans pouvoir ni le prouver ni le démontrer. Pourtant, cette affirmation de l'existence d'un postulat semble être à l'origine la plus plausible à l'explication des observations constatées. Telle a été la démarche d'Isaac Newton lorsqu'il a découvert et énoncé l'effet de la gravitation sans pour autant être capable d'en expliquer scientifiquement l'origine. Donc je crois qu'il est temps d'énoncer mon postulat. Il existerait dans l'univers une forme de conscience universelle qui régirait toute forme de vie présente dans l'univers, ou tout du moins sur notre planète. Notre conscience ne serait pas locale, et notre cerveau ne serait que le décodeur de ce que j'ai appelé des ondes de conscience, tout comme le décodeur de notre télévision décode des ondes audiovisuelles. Et le fait de décoder ces ondes de conscience nous fait prendre conscience de notre conscience et nous permet de transmettre un savoir ou une expérience au travers de notre vie matérielle. Alors, idée loufoque, me direz-vous, mais je n'ai jamais cru au hasard. Albert Einstein lui-même a dit que Dieu ne jouait pas au dé. N'avez-vous jamais été émerveillé par les lois de la nature, de la faune ou de la flore ? Qui enseigne l'instinct aux animaux ? L'extraordinaire aptitude de l'araignée à tisser une toile selon des lois géométriques quasi parfaites ? Le retour des saumons à leur zone de naissance ? Qui leur a enseigné ça ? La migration de tant d'espèces. Et comment la petite grenouille de la forêt amazonienne se souvient de toutes les fleurs dans lesquelles elle a déposé ses têtards pour qu'ils grandissent, et ce sur une énorme distance à son échelle ? Qui enseigne toutes ces techniques de camouflage aux pieuvres ou aux caméléons ? Et d'ailleurs, qui a prévu de les doter de ces capacités ? L'ingénierie des oiseaux à construire leur nid capable de résister à des tempêtes ? Comment les plantes carnivores connaissent et surtout se transmettent la stratégie pour capturer des insectes ? Comment font des virus pour s'adapter de plus en plus à nos remèdes modernes au travers de mutations ? Qui a appris aux arbres à communiquer par le biais du mycélium ? Qui distribue l'instinct propre à chaque espèce ? Paraîtrait-il même que le microbiome mondial, autrement dit tout le réseau de bactéries, des enzymes et d'autres organismes, est en train d'évoluer pour mieux dégrader les déchets plastiques que nous imposons à notre environnement. Alors, que pensez-vous de ça ? Il y a forcément quelque chose qui gère le tout. Une conscience universelle peut-être. Et je vous avoue même que je ne serais pas étonné si cette conscience était celle de notre planète. Autrement dit, notre bonne vieille Terre serait-elle elle-même un gigantesque organisme vivant ? Notre corps gère son propre fonctionnement en s'adaptant à son évolution, que ce soit au niveau alimentaire, contextuel, environnemental et même temporel. Alors pourquoi la Terre ne ferait-elle pas pareil ? Pourquoi ne s'adapterait-elle pas à ce virus que nous représentons pour elle, car nous sommes en train de la détruire ? J'avoue que faire l'hypothèse que la Terre soit un gigantesque organisme vivant peut paraître une billevesée.
Mais quitte à faire des hypothèses hors du raisonnable, voire révolutionnaires, pourquoi ne pas faire également celle-ci ? Mais revenons sur cette analogie de décodeur d'ondes de conscience et faisons un parallèle avec celui de notre téléviseur. Un studio de télévision émet des ondes audiovisuelles qui sont transmises à notre décodeur qui, à son tour, modifie ces informations pour les rendre interprétables par notre téléviseur qui les transforme en images. D'un autre côté, nous aurions cette conscience universelle qui émettrait des ondes de conscience, qui transiteraient par notre cerveau, qui jouerait le rôle de décodeur, et le fait de décoder ces ondes de conscience nous fait prendre conscience de notre conscience et nous permet de transmettre un savoir, une expérience au travers de notre vie matérielle. Si nous poursuivons cette comparaison un peu plus loin, on pourrait même envisager que nous sommes limités dans l'accès à l'information de l'univers par faute d'avoir un cerveau pas assez puissant. Certaines spécificités du décodeur forgeraient notre personnalité, tout comme certains abonnements ne nous donnent accès qu'à certaines chaînes. La qualité de la connexion jouerait également un rôle sur notre capacité à comprendre les choses. Quant à notre ouverture d'esprit, elle pourrait être reliée à notre capacité à analyser le monde qui nous entoure. Mais je crois qu'il est temps de schématiser le concept pour le résumer. Imaginons donc une conscience universelle. Celle-ci émettrait des paquets d'ondes de conscience qui pourraient véhiculer diverses aptitudes en couvrant des domaines comme le monde des sciences, celui des arts en général, qu'ils soient visuels ou musicaux, de la littérature, voire de l'instinct de survie. Ensuite, ces différentes catégories seraient à leur tour scindées pour être distribuées aux différentes formes de vie. J'ai volontairement inclus la faune qui bénéficie également d'une part de conscience. Le postulat de base étant posé, voyons les conséquences et les domaines pour lesquels il en serait à l'origine. Ce serait ce postulat de conscience non locale qui pourrait expliquer bien des choses comme notre personnalité, l'endroit où nous naissons, la vie que nous vivons, les épreuves auxquelles nous devons faire face, ce que nous avons à accomplir dans notre vie, notre destin, les missions de vie et les tubes de vie, le concept des âmes sœurs, les fantômes, les vies antérieures, et j'en passe. Mais ce n'est pas fini. La qualité du lien qui nous relierait à cette conscience définirait également la puissance de notre intuition, de notre capacité à ressentir les choses, jusqu'à entrevoir des brides d'un futur très proche ou l'issue plus floue d'une situation. Cela expliquerait même pourquoi certaines personnes sont surdouées. Enfin, désolé, je suis peut-être allé un peu vite. Reprenons les sujets un par un. Prenons par exemple les personnes surdouées. Et je ne parle pas ici d'intelligence. La différence est énorme. Vous pouvez très bien être très intelligent sans être surdoué. D'ailleurs, je n'aime pas vraiment ce mot, je le trouve très réducteur, tout comme l'expression haut potentiel. Cette dernière appellation signifierait que si vous ne devenez pas une sommité dans votre domaine, vous avez gâché ce potentiel et donc raté quelque chose. Non, je préfère parler de personnes hyper fonctionnantes. Ce qui me semble un terme mieux adapté, bien qu'il limite encore le véritable fonctionnement de ces personnes. Donc si je reprends mon analogie avec le décodeur de notre télévision, l'hyperfonctionnant bénéficiera d'une connexion haute définition à large spectre. En d'autres termes, il aura accès à bien plus d'informations, fera des liens entre elles très rapidement, sera capable d'enchaîner de multiples hypothèses et ressentira celle qui semble la plus juste. Son instinct jouera aussi un rôle très important et l'aidera dans la résolution de problèmes ou simplement dans l'analyse d'une situation. Donc, si cette conscience universelle possède la connaissance de toute chose, la qualité du lien avec elle est primordiale. Imaginez la différence entre regarder un match à la télévision et être sur place dans les gradins. Ou encore comme si vous écoutiez jouer un orchestre symphonique à travers le trou d'une serrure et le fait d'être en plein milieu de la salle. Ce que vous recevrez, ce que vous ressentirez et ce que vous comprendrez de cette symphonie ou de cet événement seront totalement différents. Comme toute chose est censée avoir une raison d'être, peut-être que ces personnes ont reçu les capacités pour accomplir ce qu'elles ont à accomplir leur destin, ce pourquoi elles sont ici, sur Terre, dans une enveloppe charnelle. Je suis bien conscient que mes propos semblent prendre une tournure spirituelle, voire ésotérique, mais pas du tout. Je cherche à aller plus loin que le simple constat des choses. Je cherche à en identifier l'origine. Pour aborder une autre facette de ce postulat, je vais revenir sur le fait d'avoir évoqué que les personnes hyper fonctionnantes ont quelque chose à accomplir. En fait, selon ce postulat, nous avons tous quelque chose à accomplir. Je parle du concept des chemins de vie et des tubes de vie. Pour l'illustrer, prenons un départ en vacances. Qu'est-ce qui est le plus important ? Votre destination ou l'itinéraire que vous allez emprunter ? Rejoindre la destination, bien sûr, et donc
Quelle est la chose que vous pouvez choisir et quelle est celle que vous ne pouvez pas changer dans votre voyage? La réponse est bien sûr évidente. Je peux changer mon itinéraire, en choisir un qui sera plus rapide ou plus agréable, mais je ne peux effectivement pas changer ma destination. Eh bien voilà une illustration des chemins de vie et des tubes de vie. Les chemins de vie sont des routes imaginaires qui mènent d'un point A, notre naissance, à un point B, ce que nous avons à accomplir ou à apprendre. Si on s'en éloigne, un certain inconfort inconscient peut s'installer dans nos vies. Les tubes de vie, eux, représentent la vie que nous nous bâtissons au quotidien, ce long fleuve qui nous mènera du point A au point B. Ce que nous avons à accomplir n'est pas nécessairement concret ou matériel. Cela peut simplement être un savoir, une connaissance, une compréhension de notre essence. Et j'imagine que cette acquisition sert à enrichir cette conscience universelle. Quant à savoir ce que nous avons à accomplir, personne ne nous le dit. Personne ne nous dit ce que nous avons à vivre. Il faut le ressentir, s'écouter, trouver ce pourquoi on est fait. Mais dans bien des cas, ce n'est pas aussi clair qu'un sujet d'examen. La majeure partie des personnes ne savent pas ce qu'elles doivent accomplir. C'est la raison pour laquelle on doit prêter une grande attention à nos ressentis, à ce qui nous interpelle et à ce que nous devons développer pour installer une certaine harmonie dans notre vie. Bien des personnes disent vivre un inconfort, car voulant accorder plus d'importance à leur confort de vie qu'à ce qu'elles doivent accomplir, elles s'éloignent de leur objectif. Ceci est parfois motivé par le souhait de se définir comme on souhaiterait être plutôt que d'accorder de l'importance à rechercher et comprendre qui nous sommes vraiment. Un peu comme si vous vouliez ne prendre que des routes de campagne en espérant qu'elles vous mènent au cœur de la ville. Et cela est une des raisons pour lesquelles on ne choisit pas l'endroit de notre naissance, ni notre contexte. Des gens naîtront dans un pays calme, au sein d'une famille aimante, alors que d'autres verront le jour dans un pays en guerre ou dans une famille complètement désorganisée. Ils auront à faire l'apprentissage de ce concept, toujours dans l'objectif de remonter une certaine expérience pour enrichir cette conscience universelle. Nous avons une route à suivre, et la vie nous envoie sans cesse des informations pour la trouver. Ne vous est-il jamais arrivé de vous demander pourquoi certaines choses improbables vous arrivent? Ou encore pourquoi un projet que vous vouliez réaliser ne se passe pas vraiment comme vous auriez aimé? Dites-vous alors que ce que vous comptiez faire vous aurait éloigné de votre destinée et que cette conscience influe légèrement sur votre environnement pour vous remettre sur votre route. N'avez-vous jamais dépensé beaucoup d'énergie et de motivation pour réaliser un projet qui n'a jamais vu le jour? Peut-être simplement parce que ce projet ne s'inscrivait pas dans la lignée de votre existence. Par contre, nous avons tous des exemples d'enchaînements improbables d'événements qui nous offrent une situation à laquelle nous n'aurions pas osé rêver. Mais oui, parfois à force d'efforts constants et d'acharnement, nous arrivons à nous créer des situations voulues, mais nous rendent-elles vraiment heureux et en harmonie avec nous-mêmes? Certains pourraient penser que nous ne sommes pas maîtres de notre destin, que notre vie est écrite à l'avance et que nous ne serions que des prisonniers cobayes. C'est effectivement un point de vue. Mais comme certaines vérités dépendent avant tout de notre propre point de vue, je préfère voir tout ceci comme un excellent et passionnant sujet de recherche. Et puis il y a les bons côtés. Prenez par exemple le concept des âmes sœurs. Deux personnes se trouvent des affinités exceptionnelles sans pour autant pouvoir les expliquer. Mon point de vue sur ce point est qu'elles ont peut-être reçu des parcelles similaires de conscience pour accomplir conjointement une mission, des fréquences très proches les unes des autres. Certes, encore faut-il qu'elles se rencontrent, mais en général la vie s'en charge, à moins que vous n'ayez délibérément choisi de ne pas suivre ce que la vie vous a offert. La vie nous offre des cadeaux tous les jours, et bon nombre d'entre nous les refusons sous prétexte qu'ils ne vont pas nous plaire ou rien nous apporter, telle une sortie, un contact, une opportunité. Refuseriez-vous un cadeau à Noël sous prétexte que vous pensez qu'il ne va pas vous plaire? Acceptez-les. Si la vie vous les présente, ce n'est pas anodin. Et pour en revenir aux âmes sœurs, peut-être que la vie nous l'a offert et vivre une partie de sa vie aux côtés d'une âme sœur n'a absolument rien d'effrayant. Ceci peut même parfois créer une connexion psychique, autrement appelée lien télépathique. Puis il y a d'autres domaines marginaux évoqués plus tôt qui seraient également tributaires de cette conscience universelle. Ces missions de vie que nous avons abordées, les expériences de mort imminente, les âmes errantes, la télépathie, le sentiment de réincarnation, les épreuves de vie, l'intuition et nos capacités au travers de la qualité du lien, reprenons-les un par un. Il y a donc cette facette de ce concept qui m'a toujours intrigué. Pourtant, elle constitue à mes yeux un argument de taille, et cette facette est celle de l'expérience des morts imminentes,
de ces personnes déclarées cliniquement décédées pendant quelques minutes, puis revenues à la vie. Certes, beaucoup de témoignages sont à prendre au conditionnel, mais j'ai toujours été intrigué par certaines concordances entre eux. Comme le fait de ressentir une grande plénitude, un amour inconditionnel et un accès à la connaissance universelle, le fait d'avoir l'impression de pouvoir comprendre tant de choses. Si cette partie de conscience qui occupait notre cerveau pour recueillir l'expérience d'une vie était soudainement libérée, elle retournerait chez elle et aurait à nouveau accès à la connaissance de manière bien plus globale, car ne serait plus bridée par les capacités limitées d'un cerveau humain. Et le fait de rentrer chez elle la ferait retrouver son environnement originel, d'où cette plénitude et cet amour inconditionnel. Je pense que ces personnes peuvent raconter leur expérience, car le transfert n'est pas immédiat ni instantané. Disons qu'au moment précis du décès, notre conscience serait aspirée vers le haut et serait étirée pendant un instant, avec une partie en haut et une partie encore présente dans notre cerveau. Le même principe que de tirer sur les deux extrémités d'un élastique, mais je vous accorde que mon exemple est très mal imagé et mal choisi, mais il se pourrait que quelque chose de similaire se produise. Et en parlant de parties de conscience qui quitteraient notre corps, à parler des fantômes, il n'y a qu'un pas. Je pense que ce concept va de pair avec la réincarnation et les vies antérieures. Parlons des fantômes. Je pars du principe que la parcelle de conscience universelle qui nous habite reste en partie sous contrôle de la conscience mère, comme j'aime parfois l'appeler. C'est elle qui gère quelle parcelle mettre dans quel esprit pour accomplir le chemin de vie et rester ainsi cohérent avec ce que je vous ai expliqué tantôt. C'est donc elle qui décide quand mettre et quand retirer cette parcelle de conscience. Mais supposez qu'une personne décède accidentellement ou volontairement, ou même pour des raisons médicales, mais dans des circonstances d'un grand traumatisme ou de souffrance émotionnelle. Dans ce dernier cas, il se peut que la personne refuse inconsciemment de mourir car elle avait quelque chose à terminer qui lui tenait vraiment à cœur. La conscience mère n'était donc pas prête à recueillir cette partie d'elle-même, ou cette dernière refusait de partir. Ce petit bout de conscience se retrouve donc sans support charnel et dans l'incapacité ou le refus de retourner d'où elle vient. Elle sera donc condamnée à errer je ne sais où entre deux mondes. Parfois, des oscillations du voile de l'espace-temps vous font que cette parcelle errante se rapproche suffisamment de notre plan pour se manifester. Et je vous rassure, ça ne se termine pas comme ça pour toutes les personnes qui meurent accidentellement, mais pour ce que nous appelons les fantômes, ça a peut-être été le cas pour la majeure partie d'entre eux. En revanche, quand notre vie humaine se passe sans encombre, la part de conscience universelle qui occupe notre esprit a une mission à accomplir. La notion de temps n'étant qu'une invention humaine, elle n'existe pas dans l'éther. Parfois, certaines missions n'ont pas assez d'une vie humaine pour se réaliser. Quand une personne meurt naturellement, que ce soit de vieillesse ou de maladie, qui reste une mort non provoquée, cette parcelle de conscience rentre chez elle, si j'ose dire, et se trouve dans un état de pause, en attendant d'être introduite de nouveau dans un nouvel esprit pour terminer sa mission. Voilà pourquoi certaines personnes ont des flashs d'une vie qui ne leur appartient pas, car ils proviennent d'une vie précédente habitée par cette même parcelle de conscience. Voilà également pourquoi certaines personnes meurent avant d'avoir atteint l'âge limite de leur organisme biologique, c'est peut-être que leur mission a été achevée. Alors je suis bien conscient que mes propos peuvent devenir un peu flous ou tout du moins éparpillés, mais ils ont tous comme racine ce concept de conscience universelle. Quand j'aborde ce sujet, il est bien difficile de trouver par où commencer, car tout est imbriqué et des concepts différents peuvent cohabiter et se dérouler simultanément. Ce serait pour ainsi dire être capable de retrouver le premier rayon posé sur une roue de vélo pour servir de point de départ pour compter tous les autres. Lequel choisir pour commencer ? Plus simple encore, connaissez-vous le célèbre dilemme de savoir qui de la poule ou de l'œuf était là en premier ? Eh bien pour ce sujet, c'est exactement pareil, mais avec une quasi-infinité de paramètres simultanés. Tout semble tellement relié qu'un des plus grands défis est de trouver l'origine des choses. Il faudrait être capable de tout expliquer en même temps, car certaines causes sont des effets et inversement. Oui, certains effets sont des causes. Si l'on étire le temps, c'est ce que j'appelle le principe des temps simultanés. Bien des choses qui se passent aujourd'hui sont conséquentes à des événements du passé. Et en supposant que vous faites une action ici, maintenant, cette action aura des effets sur l'avenir. Mais ces effets deviennent alors une cause pour d'autres effets dans le futur plus lointain. Qui peut nous certifier alors que ce que nous effectuons aujourd'hui n'est pas conditionné par ce qui doit se passer dans le futur ? Que ce qui doit se réaliser dans le futur influence nos actions dans le présent. Dans ce cas, nos actions actuelles pourraient donc bien être conditionnées par le futur.
Il est sûr que cette hypothèse va à l'encontre de la science actuelle qui suppose que le temps s'écoule de manière linéaire et qui n'explique que si peu de choses comparé à ce qu'il nous reste à découvrir. Mais quitte à avoir fait cette hypothèse, développons-la. Passé, présent et futur, tout se déroule simultanément, comme cohabitant au cœur d'un livre. C'est effectivement une des hypothèses de mon postulat de départ. À partir du moment où une conscience universelle régit l'univers, elle maîtrise tous les paramètres, mais également ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Je vous rappelle que le temps est une invention humaine reliée uniquement au comportement de la planète sur laquelle on vit. Comme je l'ai expliqué plus tôt, tout est relié, et tout interfère sur tout, d'où la difficulté de trouver un point de départ. Mais je vais essayer de repartir là où ce sujet a commencé à me trotter dans la tête. La conscience évolue hors du temps, en tout cas en dehors du temps que nous connaissons. Comme énoncé plus tôt, l'échelle de temps n'est qu'une convention humaine. Alors partons du principe que toutes les époques se déroulent en simultané. Avant toute chose, j'utilise le mot « univers ». Je ne parlerai pas ici de l'univers matériel que nous connaissons avec ses étoiles, ses planètes et ses galaxies, mais plutôt d'un univers qui comprend également les forces qui le régissent. Ce sera donc une chose beaucoup plus globale, un peu comme si je parlais d'un moteur de voiture, mais que je prenais également en compte la carrosserie, l'air ambiant qui sert à diluer son carburant et le chauffeur qui le fait vivre au gré de ses coups d'accélération. Bref, une globalité, car tous ces paramètres influent sur son fonctionnement. Donc, cet univers pourrait être comparé à un livre. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, dans l'histoire, ce qui a été lu, donc le passé, existe toujours dans les pages précédentes. De la même manière, le futur existe déjà dans les pages suivantes, mais je ne les ai pas encore lues. L'histoire suit une certaine chronologie uniquement parce que je tourne les pages. Eh bien, le temps pourrait être comparé au fait que nous nous déplaçons au travers des pages d'un livre. Le temps, lui, est fixe. Pour donner une autre comparaison, pour mesurer la performance d'un athlète au saut en longueur, la règle est fixe, et c'est le sportif qui se déplace. Je considère donc le temps comme une échelle fixe que nous avons définie de manière à ranger dans un certain ordre les événements que nous vivons et à leur donner une référence chronologique. Bref, nous ne nous déplaçons pas dans le temps, mais nous nous déplaçons dans une suite d'événements. C'est le principe des temps simultanés. Le futur est déjà arrivé et le passé est toujours là. Nous ne faisons que nous déplacer au travers de tout ça. La conscience, elle, veille au respect de ce qui existe déjà. Donc certains événements sont conditionnés parce qu'ils doivent engendrer dans le futur. L'intuition, par exemple, est une information qui nous vient du futur. Voilà pourquoi il est important d'apprendre à se vider l'esprit parfois, à le laisser vagabonder dans ses idées pour qu'il puisse capter ces informations du futur afin de guider nos actions ou nos décisions au moment présent. Une synchronicité pourra également être engendrée pour nous permettre de réaliser ce qui doit être fait, toujours en prévision du futur. Les fantômes sont des indices que le passé existe toujours. Quand ils sont aperçus, ils portent souvent leurs vêtements d'époque, en tenue du passé. Tout cela serait orchestré par une conscience universelle qui, elle, évolue en dehors du temps. Donc elle perçoit simultanément le passé, le présent et le futur. Avec les progrès de la science, nous comprenons quand même un certain nombre de choses. Les vibrations, par exemple, tout est vibration. Le moindre atome est composé de ce que les scientifiques appellent des cordes vibrantes. L'espace, même vide, vibre. La lumière que nous voyons est une vibration d'une onde électromagnétique dont la fréquence varie entre 430 000 Hz et 750 000 Hz. Notre corps vibre également à une certaine fréquence, tout comme nos différents organes. Nos yeux sont donc réglés à matérialiser, sous forme d'une image dans notre cerveau, cette fréquence lumineuse pour nous donner une vision du monde qui nous entoure. Certaines vibrations, qui sortent des capacités de captation de notre œil, nous sont invisibles, comme les rayons infrarouges ou ultraviolets. Pourtant, ces rayons existent, car avec l'aide d'instruments réglés à ces fréquences, nous pouvons les voir. Même chose pour les ultrasons. Notre organe auditif, qui fonctionne très bien pour des vibrations allant approximativement de 20 Hz à 20 000 Hz, n'est pas conçu pour entendre les ultrasons, alors que bien des animaux les perçoivent. Bref, c'est donc notre conscience qui matérialise notre espace pour nous fournir des repères tangibles à nos sens. Eh bien, imaginons un instant que je sois capable de modifier la fréquence vibratoire de mes yeux ou de mon organe auditif. Je serai alors capable de voir et d'entendre des ondes vibratoires et des ondes acoustiques complètement différentes. Dans ce cas,
Sachant que parfois certaines personnes vivent des apparitions de fantômes, ne serait-il pas possible qu'avec une autre fréquence de réglage de mes organes, toujours dans l'hypothèse que ce soit possible, je puisse voir consciemment le passé, et dans cette même idée, de voir également le futur. Il est sûr que, présenté comme cela, avec l'hypothèse que ce soit un jour possible, ça demande effectivement réflexion. Mais ce n'est là qu'un concept. Ce qui serait moins utopique que de changer la vibration de mes organes, ce qui risquerait de les détruire, ce serait de concevoir une machine qui, soumise à un certain état vibratoire, rendrait visible à mes yeux des images rémanentes du passé ou même de mon futur, tout comme certains équipements me permettent de voir la lumière infrarouge ou ultraviolette ou d'entendre les ultrasons. Et pourquoi pas des images d'un monde parallèle où je pourrais voir mon double ? Pourquoi pas ? N'est-ce pas en ouvrant son esprit à l'impossible qu'on peut parfois découvrir la vérité ? Mais mes réflexions ne s'arrêtent pas là. Plus sérieusement, la science montre très facilement que notre esprit et nos sens peuvent facilement être trompés. Les illusionnistes en sont un bon exemple. Les illusions d'optique ou sonores en sont également un. Qu'est-ce qui me prouve que vous voyez votre environnement, les parcs, les arbres et toute la nature comme je les vois ? Peut-être que je vois l'herbe d'une couleur que mon éducation me fait qualifier de verte, alors qu'au travers de vos yeux, je la verrai de la couleur rouge. Mais votre éducation vous l'a fait appeler verte. Parfois, je me demande si nous pouvons vraiment croire ce que nous voyons, ou si nous ne percevons uniquement ce que notre conscience universelle nous fait voir. Après tout, nous ne faisons qu'interpréter en images des impulsions électriques envoyées par nos sens, directement à notre cerveau. Et notre cerveau nous fait prendre conscience d'une certaine matérialisation de notre environnement. Mais comme cet environnement est également constitué d'énergie, bien des interférences peuvent se trouver entre la réalité des choses et l'image que je pense percevoir. Sans conscience, que verrions-nous ? Quand nous dormons, une partie de notre conscience est absente. Pourtant, nous voyons des choses dans nos rêves. Sans conscience, verrions-nous notre environnement tel qu'il l'est vraiment ? Peut-être que pendant notre sommeil, notre cerveau nous envoie des images captées par notre inconscient, non filtrées par notre conscience. Images qui seraient en fait une vraie représentation de notre environnement. Cela expliquerait pourquoi, parfois dans nos rêves, nous percevons un environnement vraiment spécial et parfois illogique. Pourquoi certains de nos rêves nous paraissent tellement vrais ? Pourquoi dans nos rêves nous rencontrons parfois des proches disparus ? Et pourquoi certaines personnes disent avoir des rêves prémonitoires ? Notre inconscient, non bridé par notre conscient, aurait-il accès à ces pages du livre que j'ai déjà lues, mon passé, ou celles qu'il me reste encore à lire, mon futur ? Mais revenons au concept initial, passé, présent, futur, vibration, altération de nos sens, et tout ce dont nous venons de parler. Le temps, les fantômes, l'intuition, les synchronicités, les vies antérieures, toutes ces choses seraient donc subséquentes à l'existence d'une conscience universelle. C'est pour tenter de comprendre son fonctionnement que ces choses qui nous semblent tout droit sorties de ce que nous qualifions de paranormal doivent être prises en considération. Repartir à l'origine des choses, trouver comment elles fonctionnent. Chercher ce à quoi elles ne me donnent pas accès. Comprendre pourquoi nos capacités humaines semblent si limitées en général alors qu'on est censé accomplir de grandes choses. Sinon, pourquoi nous avoir accordé le statut d'espèce dominante ? Mais au travers de tout ça, partant du principe qu'elle voit tout, qu'elle sait tout et qu'apparemment elle contrôle tout, ce serait de comprendre son plan. Et pour ce faire, aller chercher artificiellement des informations qui sont naturellement accessibles pour elle, l'objectif de comprendre son fonctionnement serait donc, par voie de conséquence, de comprendre le lien qui nous unit à elle. Et pourquoi ne pas être capable de l'inverser et d'y envoyer des informations afin de faire en sorte que ce soit nous les maîtres de nos synchronicités et de faire en sorte d'influencer ce qui nous arrive dans la vie. Un peu comme cette loi de l'attraction que beaucoup de gens évoquent. Mais cette loi est très souvent mal utilisée et comporte deux phases très distinctes qui, correctement appliquées, fonctionnent néanmoins très bien. Mais je m'égare peut-être dans mes élucubrations fantasmagoriques. Peut-être même que je vous ai perdu depuis le 2e paragraphe, mais je vous rassure, je ne fais que vous dépeindre le contexte qui sert de toile de fond au roman « La conscience aurait-elle une faille ?» Car justement, un des personnages va essayer de la trouver, cette faille, pour couper le lien et reprendre le contrôle de sa vie, quitte à la mettre en jeu. Mais avant de nous quitter, j'ai une dernière question qui me vient parfois à l'esprit et je vous la soumets. Mais si la conscience universelle a une finalité dans ses agissements, les choses pourraient être encore pires. Nous lui servons de vecteur afin de collecter une connaissance au travers de notre évolution.
Nous sommes à l'ère de ce que nous qualifions d'intelligence artificielle. Cela pourrait être une avancée majeure pour l'existence humaine. Cette intelligence artificielle serait certes initialement programmée par des humains, mais apparemment avoir la faculté de faire son propre apprentissage et ainsi d'évoluer de la manière la plus logique et sensée possible. Il suffira donc d'observer leur évolution et de développer l'humanité sur leur modèle. Je pense que cela permettrait de créer une civilisation pacifique et harmonieuse, et surtout qui ne soit plus dirigée par les desseins incertains d'une conscience universelle extérieure. En d'autres termes, recréer une humanité indépendante, libre de ses choix et de son destin. Mais imaginons un instant que cette conscience en prenne le contrôle afin de vivre un autre type d'expérience au travers d'un organisme non humain en la dotant elle aussi d'une conscience. Ne ferait-elle pas alors tout son possible pour utiliser cette intelligence artificielle pour détruire le virus que l'humanité représente pour notre planète, en supposant encore de manière extrapolée que cette conscience soit celle de la Terre ? Imaginez alors que ce concept de conscience universelle s'avère un jour être vrai. Avec l'intelligence artificielle, sommes-nous en train d'offrir à cette conscience l'outil qui lui manquait pour nous supprimer et reprendre le contrôle de sa planète ? Et qui nous dit qu'elle n'a pas justement organisé les choses pour que nous lui développions cette intelligence artificielle ? Je vous laisse avec ça.